On reste dans les soins. Yasmine avait posé la question, est-ce qu'on peut se soigner sans argent? C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent, tu es dans un état grave, tu t'en vas à l'hôpital. Est-ce qu'on peut au moins prendre soin de toi, le temps que tu aies l'argent d'une quelconque façon? Tu as dit qu'il y avait la CMU qui était venue. La CMU qui était venue. Mais avant que la CMU ne vienne, il a toujours existé dans les hôpitaux le régime social. OK. Quand vous arrivez que vous êtes démuni, le parent qui vous accompagne peut demander à l'assistance sociale de pouvoir vous recevoir et peut vous poser le cas. Pour dire que j'arrive, je n'ai pas d'argent. Et elle n'a pas le droit, cette personne qui est au service social, n'a pas le droit de vous refouler. Elle a le droit de vous écouter. Si, elle a le droit de vous écouter, d'enregistrer ce que vous dites et de chercher à vous donner une réponse. Maintenant, ils vont Mais la réponse sera non. Non, ils vont vous dire peut-être que est-ce que vous respectez les critères pour être pris en charge et tout ça. Mais déjà, ça a l'avantage déjà, le service social a l'avantage de déjà référer au médecin ou à l'infirmier qui vous reçoit pour pouvoir déjà présenter votre cas social. Il y a beaucoup de lois qui ne sont pas pratiquées. Aujourd'hui, monsieur Aka, c'est que dans les CHU, le taux de la population, qu'on se le dise, le seuil de pauvreté est encore quand même assez élevé en Côte d'Ivoire. Et je pense que, sans pour autant prendre la défense de ces personnes-là, des services publics ou des médecins, mais ils sont saturés de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir soigner... ils n'ont pas les moyens, en fait, de pouvoir les soigner tous. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt un renforcement on va dire du personnel médical, une meilleure formation aussi, parce que moi j'allais en venir aussi, parce qu'il y a le côté accueil, mais il y a aussi le côté de la qualité de formation d'un médecin. Quand on sait qu'aujourd'hui un médecin, quand tu vas, moi j'ai vécu une expérience récemment, je ne dirais pas de nom ni d'hôpital, mon petit frère était malade pour un palu, il a été traité pour, il a été hospitalisé pendant presque 36 heures. Et à la fin, on lui donne une ordonnance où il n'y a pas un traitement, on ne lui donne pas un médicament pour continuer le traitement de palu. Et 2 semaines plus tard, il retombe malade. Bon, dans tout ça, comment on peut organiser les choses pour que ça change? Vous posez une bonne question, celle de la formation. Regardez aujourd'hui, pour une affection comme le paludisme, le traitement est passé de 3 jours à 6 jours. Mais il y a certains personnels de santé qui n'ont pas mis leur connaissance ou leur logiciel à jour. Ah, c'est passé à 6 jours maintenant? Oui, c'est passé à 6 jours. C'est pour ça que, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous prescrit 2 boîtes, puisqu'avant on avait 2 comprimés 3 fois par jour. On vous prescrit 2 boîtes pour faire 6 jours. 2 fois. Parce qu'après 3 jours, vous vous rendez compte que les traces du paludisme et la maladie sont encore en vous. Et quand le médecin, il y a des personnels de santé qui ne sont pas encore mis à jour quant à cette donne-là. Et ça fait que les gens sortent de l'hopital, ils sont toujours malades et ils récidivent. Alors, quand vous récidivez, c'est votre foie que vous mettez à contribution et ça peut créer encore d'autres maladies. Oui, ça, je suis d'accord, oui. Est-ce que concernant la maladie, tu as dit que tu avais vécu quelque chose? Oui, justement, cette expérience-là, je l'ai vécue, c'est un proche à moi. Et nous sommes allés à l'hôpital et elle souffrait d'un cancer. Et à l'accueil, déjà, il fallait dire qu'on demandait si elle avait des antécédents concernant cette maladie et tout. Et on avait dit non, c'était une première qu'elle faisait déjà ce genre de symptômes-là. Et il fallait faire les premiers soins. Elle a demandé qu'elle n'a pas, on va dire, même fait les diagnostics et tout, mais elle a demandé déjà de l'argent. C'est ça. Voilà. Mais l'accent n'est pas mis sur la personne, mais plutôt sur les fonds. Les moyens. On va dire sur les moyens. Voilà. Pourtant, la personne meurt de cette douleur-là. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Donc, elle demandait, il fallait donner l'argent avant de s'occuper de déjà, parce que quand je lui demandais déjà de s'occuper, elle dit, mais s'occuper de la personne, c'est payer déjà soit les seringues, les médicaments et tout. Donc, comment on fait déjà pour avoir ces équipements-là? Donc, il faut déjà débourser de l'argent. Donc, elle insistait beaucoup sur l'argent que sur la santé même de la personne, déjà de faire la prise en charge de la personne qui vient, on va dire, dans le domaine public. Très bien. Sur ce truc-là, est-ce que c'est pas un peu... Alors, peut-être si on essaie de comprendre un peu les médecins, est-ce qu'ils ont à leur disposition aussi suffisamment de matériel pour s'occuper de tout le monde? Parce que si on doit acheter une seringue pour soigner une personne, mais le médecin lui-même n'a pas suffisamment de seringues pour soigner tous ceux qui vont venir s'ils n'ont pas d'argent. C'est comme un peu ce qu'Aurélie disait. Donc peut-être qu'il faut qu'on mette beaucoup de matériel à leur disposition. Bon, je pense, à ce niveau-là, déjà, il y a la pharmacie de la santé publique qui distribue les médicaments dans les centres de santé publique. D'accord. Déjà là. Donc, on peut vous faire une ordonnance de... Comment j'appelle ça?
pour payer le matériel et puis venir voilà, ça, vous faire prendre en charge. Okay. Mais l'avantage, c'est que la pharmacie de la santé publique a des prix vraiment réduits. C'est différent de ce qu'on voit d'ailleurs en officine. Okay. Mais déjà à ce niveau-là, madame a parlé de formation, est-ce qu'ils ne sont pas submergés? C'est pour ça que le parcours de soins, l'observation du parcours de soins est importante. De savoir que quand vous commencez déjà dans un centre de santé de premier contact, là, ils sont désormais équipés de laboratoires. Ils font l'ORL, ils font les... C'est quoi le service de santé de premier contact, je comprends pas. Voilà, c'est le centre de santé. Quand tu es malade, tu te lèves pas pour aller dans une clinique? Je vais dire, d'abord, il y a la pyramide sanitaire à 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le centre de santé de premier contact. Le centre communautaire. C'est qu'on a le centre communautaire que vous avez, urbain, communautaire que vous avez dans votre quartier. C'est vraiment, selon l'OMS, c'est dans un rayon de 5 km, vous devez pouvoir avoir un centre de santé de premier contact à qui vous vous adressez. Et ils vous prennent en charge. Ces centres de santé de premier contact ont été, pour la plupart sont équipés maintenant de laboratoires, de services dentaires, ORL, ophtalmo, gynéco-obstétrique. Donc, la plupart des affections majeures que nous avons sont déjà prises en compte là. Ça vous évite, quand votre cadre dépasse ce cadre-là, le centre de santé de premier contact, le médecin, vous réfère à un hôpital général. Ah, donc il ne faut pas aller directement dans l'hôpital général. Il faut aller d'abord ici. Et si eux, ils ne peuvent pas, maintenant, tu vas là. Voilà. Quand vous allez à l'hôpital général, que ça dépasse la maladie, votre c'est cadre... grave. Ah, c'est ça. Non, ils vont faire déjà un premier niveau de prise en charge là. Souvent, c'est ça, c'est l'examen, on passe bien. C'est pour ça que moi, j'ai posé une question, mais c'est un peu de tic au tac. Oui, en fait, monsieur, Yasmine va poser sa question, mais c'est bien qu'on réponde à toutes les questions. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est bien qu'on réponde à toutes les questions. Donc, est-ce que là, déjà, quand tu dis que on va dans un centre communautaire, ils sont censés nous prendre en charge? Absolument. Maintenant, si tu vas là-bas, qui disent que non, ce que tu as là, c'est trop grave, non, on ne peut pas gérer ça. Tu vas te lever encore pour partir au CHU. Ou bien c'est eux qui vont donner la permission au CHU de te prendre. Non, eux, ils vous donnent un papier. Voilà, ils vous donnent un papier. D'abord, quand vous arrivez, là-bas, la consultation, c'est 1300, 2000. OK. On donne un papier. On vous donne un papier pour vous référer. C'est lui qui vous réfère au CHU. Ah, d'accord. Quand vous venez avec ce papier au CHU, le CHU sait que vous êtes passé par un premier niveau. Eux, ils savent maintenant que vous devez aller dans telle ou telle spécialité. Donc, on ne vous fait pas attendre aux urgences. Bon, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement ici. Je suis juste en train de dire, parce que quand on a commencé à travailler avec eux, la Direction générale de la santé nous a dit, il faut que vous sachiez, pour répercuter à vos membres, qu'il y a une pyramide au niveau des centres de santé et qu'on ne se lève pas de chez soi pour aller directement aux urgences du CHU, parce qu'on n'a pas encore bien développé la médecine d'urgence encore. Très bien, d'accord. Ça fait qu'ils sont très vite submergés. Il faut respecter les paliers. Et voilà, il faut respecter les paliers. On est d'accord de respecter, je vais poser la question, mais on est d'accord de respecter, mais quand on sait que tous les grands médecins sont au CHU, et que des fois, dans les centres dont vous parlez, là, les docteurs viennent, c'est pas en contre-goutte. Quand tu viens dire le docteur n'est pas encore venu, il faut attendre, l'infirmier va s'occuper de toi, va te coucher, on te met perfusion, tout. Maintenant, une question vraiment terre à terre, on va se répondre. Monsieur, si moi, je n'ai pas l'argent, je vais à l'hôpital. Ma situation est grave. On me demande jetons avant de me soigner d'abord. Là. Si je n'ai pas là, est-ce que l'hôpital peut me soigner le temps que l'argent arrive ou bien on doit me laisser pour mourir? La loi ivoirienne dit quoi? Ils ne peuvent pas vous laisser mourir. Ils ne peuvent pas vous laisser mourir et ils ne peuvent pas vous laisser mourir. Est-ce qu'on a laissé mourir? Voilà. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste, ça doit être dénoncé. Ça doit être dénoncé. Ça doit être dénoncé auprès de la Direction générale de la santé. Ils doivent vous écrire et puis vous allez faire aussi des Oui, bien sûr. Et puis les enquêtes que le ministère de la Santé va faire, ça met combien d'années? Ils vont prendre des sanctions disciplinaires. Ils vont toujours envoyer une équipe pour vérifier ce qui s'est passé exactement. Maintenant, est-ce que ceux qui sont là-bas mentent? Justement, est-ce qu'il faut faire des photos quand on veut passer? Maintenant, tout est photo. Si vous pouvez documenter votre plainte, mais ça va encore... Ça va accélérer le processus. Parce que vous avez soit un enregistrement, soit une prise de vue. Je ne sais pas comment. Donc, quand tu dois à l'hôpital, tu mets ton téléphone sur mode enregistreur. Tout ce que vous voulez. Les scénaristes, tu mets ton téléphone sur mode enregistreur. Toute la conversation avec le réceptionniste ou la réceptionniste, tu enregistres tout. Tout est enregistré. On va dire qu'on ne s'attend pas à la situation véritablement. On ne s'attend pas vraiment à ce que le réceptionniste réagisse de telle sorte. C'est pour ça que tu te prends en avance, là. C'est pour ça que cette émission est là. Oui, mais à un certain niveau, quand vous sentez que il y a un blocage. Ben voilà, vous pouvez prendre la disposition pour dire attention, puisque tu vas finir par te plaindre. Oui. Parce que la personne a commencé par dire non. Vous sentez que vous n'avez pas accès à un certain nombre de choses, à un certain niveau de prise en charge.
il doit forcément avoir des plaintes. Mais vous pouvez vous plaindre comment quand vous savez que ces personnes n'ont même pas 1000 francs pour manger et qui se disent tous qu'il faut de l'argent pour pouvoir se plaindre quelque part. Quand vous savez que vous arrivez dans un bureau et qu'on vous bloque pour dire non, c'est que si tu passes pas par moi, tu peux pas voir quelqu'un d'autre dans ce pays-là. Tu vas faire comment aussi? C'est ça. D'accord, c'est pour cela. Pendant que la personne est en train de mourir, elle a des problèmes d'argent, elle est couchée dans un hôpital, dans un couloir. Est-ce qu'il faut que le parent quitte pour aller venir à votre bureau pour vous dire ah, il y a un cas d'urgence à l'hôpital, venez, on va régler ça? Parce que souvent, les gars bloquent. Les choses se passent très rapidement. Il n'y a pas de facilité d'accès. Je suis bien d'accord avec vous et c'est juste d'ailleurs, puisque une question de santé est une question d'urgence. C'est ça. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.